Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Il y a 2 jours à peine, le 2 février 2026, une scène digne d'un film politique s'est jouée à Oran. Le chef du gouvernement algérien, M. Sferb, s'est illustré lors d'une cérémonie spécialement mise en scène pour célébrer, tenez-vous bien, le minerai de fer de Rajbet. Ce joyau métallique, transporté avec grande pompe depuis Tindouf jusqu'à Béchar, puis convoyé vers Oran, a finalement atterri dans les fours du géant turc Tocheli, niché dans la zone industrielle. Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Il y a 2 jours à peine, le 2 février 2026, une scène digne d'un film politique s'est jouée à Oran. Le chef du gouvernement algérien, M. Sferb, s'est illustré lors d'une cérémonie spécialement mise en scène pour célébrer, tenez-vous bien, le minerai de fer de Rajbet. Ce joyau métallique, transporté avec grande pompe depuis Tindouf jusqu'à Béchar, puis convoyé vers Oran, a finalement atterri dans les fours du géant turc Tocheli, niché dans la zone industrielle de Petiwa. Une opération logistique qui, avouons-le, frôle l'exploit hollywoodien. Mais le clou du spectacle? Ce fut sans conteste le discours magistral du premier ministre. Un feu d'artifice verbal, entre envolées lyriques et surprises inattendues. Ce jour-là, Sferb a tout simplement réinventé l'art de la déclaration publique. Grandiloquent, spectaculaire et surtout totalement inattendu. Lors de sa dernière sortie médiatique, notre premier ministre n'a pas lésiné sur les superlatifs. Selon lui, le minerai de Rajbet serait non seulement de très bonne qualité, mais carrément d'une pureté exceptionnelle. Rien que ça. Il en a même profité pour tresser des couronnes aux Algériennes et Algériens, en particulier aux ouvriers acharnés qui ont trimé jour et nuit pour faire naître ce projet. Mais attendez, ce n'est pas tout. Dans un élan d'inspiration divine, il a qualifié ce minerai de cadeau du ciel. Oui, une bénédiction tombée directement du paradis. On en avait déjà discuté dans une émission précédente où on s'était penché sérieusement sur cette envolée mystico-politique. Car, faut-il le rappeler, des gisements de fer, il y en a à la pelle sur la planète. Et bizarrement, beaucoup de pays qui en regorgent vivent dans des conditions économiques et politiques, disons, peu enviables. Et le meilleur reste à venir. Face caméra, devant un parterre complet de ministres, sous les projecteurs de toutes les chaînes algériennes, publiques comme privées, et en présence de toute la presse audiovisuelle du pays, il a proclamé, le ton grave, que ce projet était viable, révolutionnaire et désormais, tenez-vous bien, incontestable. En bon tribun de la République, il a pris le soin de répondre aux critiques, ou plutôt, dans son vocabulaire, des attaques personnelles camouflées. Car chez nous, vous le savez, remettre en question une décision du sommet, c'est comme porter atteinte à la nation elle-même. Le mot « critique » semble intraduisible dans le dialecte gouvernemental. Toute remarque devient offense. Et toute nuance, sacrilège. Et là, mes amis, le premier ministre a sorti sa casquette de pseudo-expert technique. Il s'est lancé dans un exposé improvisé pour nous convaincre que le fameux minerai de Rajbet était d'une qualité remarquable, presque du caviar métallurgique si vous voulez. Et pour appuyer ses dires, il a évoqué, avec un accent d'école de commerce, une méthode au nom anglais, le blending. Blending? Aucun Algérien dans la salle n'a compris de quoi il parlait. Ni explication, ni schéma, juste un mot balancé comme un sortilège pour impressionner. Ensuite, il a enchaîné sur un autre jargon abscon, les crémages, avant d'annoncer fièrement que plus on creuse, plus le minerai devient miraculeusement riche en fer. Du genre, creusez assez profond et vous tomberez sur de l'or. Ou presque. Mais tout cela repose-t-il sur des bases scientifiques solides? Avons-nous eu droit à des données claires, des preuves techniques? Ou s'agit-il simplement d'un discours de prestidigitation où la logique scientifique s'efface au profit d'une illusion de vérité? Eh bien, parlons franchement. Sferb a menti. Oui, ce 2 février 2026, à Hollande, devant caméra et dignitaires, il a déroulé un récit enjôleur qui relève plus de la manipulation que de l'information. Il a flatté l'opinion publique sans jamais expliquer ce qu'est réellement ce fameux blending. Et c'est là que nous intervenons. Dans cette vidéo, documents et visuels à l'appui, nous allons tout vous dévoiler. Car ce qui se cache derrière ce projet, c'est ni plus ni moins qu'une supercherie économique d'envergure nationale. L'Algérie se vante de produire de l'acier à partir du minerai de Rajbet.
Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'on importe en douce un minerai de meilleure qualité de l'étranger pour le mélanger à celui de Rajbet. Car si le minerai local était si bon que ça, pourquoi irait-on chercher du renfort à l'étranger? On l'aurait utilisé tel quel dans les hauts fourneaux de Tocelli. Mais non, ce fameux blending n'est rien d'autre qu'un cache-misère industriel. Alors, le fameux blending, c'est quoi au juste? En langage clair, c'est une rustine industrielle. Puisque le minerai de Rajbet est trop pauvre pour faire le job tout seul, on est obligé d'aller acheter du fer de qualité ailleurs, le vrai, celui qui vaut quelque chose, pour le mélanger avec notre stock local et espérer produire de l'acier correct. Et là, tenez-vous bien, l'Algérie, déjà engagée dans un projet à plusieurs milliards de dollars pour extraire ce minerai douteux, doit en plus débourser des centaines de millions pour importer du minerai propre, histoire de compenser les lacunes de Rajbet. Oui, c'est un double jackpot, mais à l'envers. Et quand Svirb nous balance tranquillement que le minerai de Rajbet est de bonne qualité, on pourrait presque le croire, jusqu'à ce qu'on sorte les documents officiels. Et attention, pas un blog obscur ni un rapport d'ONG étrangère, non. Un rapport très sérieux, rédigé par l'Agence thématique de recherche en sciences et technologies qui dépend directement du ministère algérien de l'enseignement supérieur. Ce document, daté de 2007 certes, mais toujours pertinent, explique très clairement pourquoi Rajbet n'a jamais été exploité sérieusement. 2 raisons. Sa structure holytique compliquée et surtout, une teneur en phosphore beaucoup trop élevée. On y lit noir sur blanc que, sauf si un miracle industriel permet un traitement efficace, ce minerai reste inutilisable. Et que dit l'étude? Qu'à l'époque, et encore en 2017 d'après une mise à jour, aucune méthode industrielle sûre et propre ne permettait d'enrichir ce type de minerai ni d'en retirer le phosphore efficacement. Oui, des pistes existent, notamment en Chine ou ailleurs, mais on part de recherche, pas de solution prête à l'emploi. Alors, quand notre cher premier ministre monte sur scène, cite le Coran, parle de cadeau de Dieu et saute allègrement le chapitre sur la pollution au phosphore pour nous vendre un blending magique, on est en droit de se demander s'il joue aux scientifiques ou aux prêcheurs. Dans les 2 cas, il s'est planté. Parce qu'on le répète, le fer, ça pousse partout. Il n'est ni sacré ni exclusif. Et Rajbet, malgré tous les discours, reste un minerai problématique, comme le prouve ce rapport 100% algérien, officiel, scientifique et accablant. Oui, il a menti. Et ce n'est pas nous qui l'inventons, ce sont les travaux de chercheurs algériens eux-mêmes qui le prouvent. Tenez, laissez-moi vous parler d'une autre source, beaucoup plus sérieuse que ces envolées poétiques. Une thèse universitaire soutenue à la faculté de technologie de l'université Abderrahmane Mira de Béjaïa au sein du département des mines et géologie. Cette étude, menée entre 2018 et 2019, donc toute fraîche, s'intitule « Analyse et caractérisation du minerai de fer de Gara Djibilet à Tindouf, Algérie ». Une thèse dense, 91 pages de contenu scientifique, dont la conclusion dit tout haut ce que certains tentent de cacher bien bas. D'après ce travail académique, le site de Gara Djibilet fait partie des plus grands gisements de fer sur Terre, avec un volume estimé à près de 3 milliards de tonnes. Un chiffre impressionnant sur le papier. Mais dans la réalité, le transport du minerai vers le nord nécessite des adaptations techniques majeures. Et surtout, ce minerai est lourdement contaminé au phosphore. Et là où ça se corse, les méthodes chimiques pour retirer ce phosphore sont inutilisables. Trop coûteuses, trop polluantes. La seule piste exploitable, ce sont des procédés physiques, comme le grillage magnétisant ou la séparation magnétique, qui demandent une technologie avancée et un investissement colossal. Donc, non seulement ce minerai est complexe à manipuler, mais le nettoyer coûte une fortune. Et cette analyse ne vient pas d'un opposant politique ou d'un média étranger. Non, elle est signée par des experts algériens, dans une université algérienne, validée selon les critères scientifiques les plus rigoureux. Alors, que restait-il du storytelling officiel? Une coquille vide, balayée par 2 études indépendantes, toutes 2 algériennes, toutes 2 implacables. Alors, quand M. Sverbe prononce le mot « blending », vous savez ce que ça signifie vraiment? Eh bien, justement, personne ne le sait. Ni vous, ni moi, ni même la majorité des Algériens. Parce que personne n'a pris la peine de l'expliquer clairement.
Pourtant, derrière ce mot anglais qui sonne technique, se cache une vérité beaucoup moins brillante. L'Algérie n'a toujours pas lancé le moindre processus de déphosphoration du minerai de Rajbet. Pourquoi? Parce que purifier ce minerai de sa surcharge en phosphore ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut une infrastructure industrielle lourde avec des technologies de pointe et des milliards d'investissements. On parle ici d'un projet pharaonique, en discussion avec des partenaires chinois. Une méga-usine de déphosphoration à construire à Tindouf ou Béchar pour un coût estimé entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Sauf que voilà, tout ça, ce sont des promesses, des négociations, des projets en attente. Rien n'a encore été bâti. Les entreprises chinoises discutent, posent leurs conditions, demandent leur part du gâteau. Oui, certaines d'entre elles affirment maîtriser les procédés nécessaires. Mais pour l'instant, en Algérie, aucune goutte de phosphore n'a été retirée de Rajbet. Et donc, que fait-on en attendant? On sort la carte blending. C'est quoi le blending au fond? C'est comme une recette de cuisine industrielle pour sauver un plat raté. On prend un minerai bourré d'impuretés, celui de Rajbet, on y ajoute un minerai de haute qualité importé d'ailleurs, on remue le tout et hop, on espère obtenir un alliage plus propre, capable de passer dans les hauts fourneaux sans casser les machines. Autrement dit, plutôt que de traiter le problème à la racine, on le dilue, littéralement. L'Algérie mélange son minerai problématique à un autre, plus pur, pour masquer ses défauts et produire un acier qui tient à peu près la route. Une rustine industrielle à plusieurs millions de dollars. Pourquoi, à votre avis, ce fameux blending est-il devenu un passage obligé pour l'Algérie? C'est simple, parce qu'on refuse, ou on est incapable, de faire de la déphosphoration. Et sans cette étape cruciale, impossible d'utiliser directement le minerai de Rajbet pour produire de l'acier. Pourquoi? Parce que la science est formelle. Trop de phosphore rend l'acier aussi fragile que du verre par temps froid. Traduction concrète? Si vous construisez un immeuble ou un pont avec un acier surchargé en phosphore, attendez-vous à le voir se fissurer dès que la température chute ou que la pression monte. Ce n'est pas de la spéculation, c'est un fait métallurgique. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre problème de taille. Le phosphore détruit les revêtements des fours industriels. Résultat, des pannes à répétition, des réparations coûteuses et une chaîne de production qui devient un gouffre financier. Autant dire que personne dans l'industrie sidérurgique ne veut toucher à ce genre de minerai, même gratuitement. Donc, face à l'évidence, l'Algérie n'a pas eu le luxe du choix. Elle a dû opter pour une solution de contournement, le blending. Mais concrètement, le blending, comment ça marche? C'est un peu comme une recette de cuisine désespérée. Vous prenez une mauvaise base, le minerai A, celui de Rajbet bourré de phosphore, et vous la diluez avec un ingrédient premium, le minerai B, importé, ultra pur, riche en fer et très faible en phosphore. Et la proportion? Là aussi, pas très flatteur pour le minerai national. Seulement 20 à 30% de Rajbet dans le mélange final, contre 70 à 80% de minerais étrangers. Voilà la réalité industrielle qu'on préfère cacher sous un mot chic en anglais. Parce qu'au fond, blending, c'est juste un mot poli pour dire « notre minerai est inutilisable seul ». Pour que le minerai de Rajbet serve à quelque chose, il faut le mélanger. Et pour le mélanger, il faut importer. C'est aussi simple et aussi absurde que ça. Oui, malgré nos propres réserves, l'Algérie achète du minerai de fer à l'étranger pour compenser les défauts de Rajbet. Alors bien sûr, on a bien une mine locale de qualité à Tébessa, celle de Wenza. Mais problème, ces réserves fondent comme neige au soleil. Elle ne peut plus subvenir aux besoins des grosses usines comme El Hadjar, Bellara ou Tocheli à Oran. Résultat, on se tourne vers l'extérieur, encore une fois. Et pendant ce temps, on a déjà cramé près de 7 milliards de dollars pour construire une ligne ferroviaire géante entre Gara Jubilet et Béchar, et pour transporter le précieux, ou pas, minerai jusqu'à Oran. Mais ce n'est que le début. Car une fois arrivé, il faut le mélanger. Et ce blending, contrairement à ce que son nom sympa laisse penser, n'est ni rapide ni gratuit. Il faut importer du minerai B, le bon. Il faut l'acheminer jusqu'au point de mélange. Il faut des entrepôts, des systèmes logistiques, des engins de manutention, des machines de broyage et des fours. Il faut stocker, transporter, homogénéiser, enfourner. Bref, c'est une usine à gaz coûteuse, chronophage et énergivore. Et devinez quoi?
Tout ça pour obtenir un produit final qui, au lieu de coûter moins cher, revient encore plus cher que si on avait simplement acheté un minerai propre sur le marché international. Avec blending, la tonne dépasse les 110 $, alors que du minerai prêt à l'emploi depuis l'étranger, c'est 100 $ la tonne. Cherchez l'erreur. Conclusion? Le blending n'est pas une solution miracle, c'est un rafistolage qui plombe les coûts. Mais on continue à le faire, uniquement pour sauver la face et nourrir l'illusion que Rajbet est un filon d'or. Sauf que si c'était vraiment une bonne affaire, on n'aurait pas besoin de le maquiller avec du minerai importé. Et sans ce bricolage industriel, aucune usine du pays, ni Tocelli, ni Belarra, ni El Hadjar, ne pourrait exploiter Rajbet. Alors oui, on est contraint de blader, mais qu'on ne vienne pas nous dire que c'est rentable. Parce que ce que ça coûte, c'est un gouffre. Plutôt que d'importer 100% de minerai de fer pur, nos dirigeants ont trouvé la parade économique du siècle. On n'en achètera que 70%. Le reste, c'est du Rajbet maison. Et comme cerise sur le gâteau, ils tentent de convaincre le président Tebboune que tout cela est non seulement logique, mais rentable. Pourquoi? Parce que, attention punchline, le gaz est subventionné, tout comme le carburant. Du coup, on va faire tourner les hauts fourneaux et les trains avec de l'énergie à prix d'amis, made in Algeria. Et comme c'est l'État qui a payé les rails, on nous assure que les coûts sont maîtrisés. Ça, c'est ce qu'on vous raconte dans les jolis communiqués. Mais grattons un peu cette peinture brillante. Ce raisonnement, c'est un tour de magie comptable. Parce qu'en vérité, chaque litre de gaz, chaque kilowatt d'électricité, chaque goutte d'eau utilisée pour extraire le minerai de Rajbet, le transporter par train jusqu'à Béchar, puis jusqu'à Oran, tout cela a un prix. Et c'est bien l'État, donc le contribuable, qui paie l'addition. Résultat, ce qu'on nous vend comme une opération maîtrisée, c'est une illusion budgétaire. Le subventionnement ne fait pas disparaître le coût réel. Il le déplace discrètement sur le dos de l'économie nationale. Ce n'est pas parce qu'on ne le paie pas en devise qu'il ne coûte rien. Et pour clore cette brillante démonstration, oui, le gaz est payé en dinars quand il reste au pays. Mais ce même gaz, on pourrait le vendre à l'étranger en dollars. Donc, chaque mètre cube injecté dans ce projet inutile est une perte sèche en devises potentielles. Le gaz, l'électricité, le carburant, l'eau, ce ne sont pas des cadeaux magiques. Ce sont des ressources précieuses qu'on brûle pour maquiller un projet déficitaire. Parlons franchement. Ce gaz national qu'on brûle joyeusement pour faire tourner Rajbet, il aurait pu rapporter gros. Très gros. Car au lieu de l'injecter dans un projet plombé, on aurait pu le vendre à l'étranger, en dollars, sur les marchés internationaux. Mais non, on préfère le consommer localement, à prix cassé, pour faire croire qu'on maîtrise les coûts. Pourtant, il faut être clair, le gaz n'est pas gratuit, l'électricité non plus, et le carburant encore moins. Chaque mètre cube, chaque kilowatt, chaque litre injecté dans cette opération coûte à l'État, donc à nous tous. Et ce n'est pas tout. Les matières premières qu'on engloutit dans cette mascarade industrielle auraient pu être transformées, valorisées, exportées telles quelles ou comme produits finis. Bref, elles auraient pu générer de vraies recettes pour le pays au lieu de servir de maquillage à une stratégie économique bancale. Tout ça pourquoi? Pour préserver une illusion. Pour s'auto-convaincre entre hauts responsables que Rajbet vaut l'or alors qu'il est bourré de plomb. Alors, on va chercher du minerai propre à l'étranger. On le mélange à notre fierté nationale